Donc, comment avoir 20 sur 20 en mécanique? Du coup, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en fait, avoir 20 sur 20 euh, à une évaluation? C'est tout simplement savoir répondre correctement à toutes les questions. Ok, ça peut paraître vraiment très très bête dit comme ça, mais la plupart d'entre vous, vous prenez même pas 5-10 minutes avant de vous lancer dans vos révisions pour vous dire, ok, quel est l'objectif concrètement de mes révisions? Le seul objectif de tes révisions, c'est de savoir répondre correctement le jour de l'évaluation aux questions qui te sont posées. D'accord? Et une fois que tu sais ça, là, tu peux optimiser justement tes révisions dans ce sens-là, pour pas faire n'importe quoi. Bref, du coup, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour répondre correctement à toutes les questions le jour de l'évaluation? Eh bien, le plus simple, ça serait de connaître en avance les questions qui ont le plus de chances, enfin de probabilité de tomber. D'accord? Et du coup, comment est-ce qu'on s'y prend pour faire ça? Eh bien, une des clés que je vous conseille du coup, sur laquelle je vous conseille de vous pencher, c'est les compétences exigibles. D'accord? Donc, qu'est-ce que les compétences exigibles? Eh bien, normalement, votre prof, pour chaque chapitre, il vous les donne. Si c'est pas le cas, du coup, vous pouvez me demander, je peux vous les donner. Enfin, je les donne en tout cas à mes élèves. Euh, du coup, les compétences exigibles, pourquoi c'est important? Parce que les profs sont obligés de vous poser des questions le jour de l'évaluation en rapport avec ces compétences exigibles-là. Ils ne peuvent pas vous poser des questions euh, qui n'ont pas de rapport avec ceci. Ok? Donc ça vous permet en gros de savoir à peu près ce sur quoi vous serez évalué le jour J. Ok. Ensuite, le second outil, on va dire, c'est les sujets type bac. Pourquoi? Parce que pour ce chapitre, du coup, la plupart du temps, l'évaluation qu'on va vous faire, c'est un gros DS de 2 heures. Ok. Et justement, ce DS-là, dans celui-ci, il y aura du coup des exercices qui seront tirés de sujets type bac. Vraiment, dans la plupart des cas, c'est ça. Et justement, du coup, si vous savez que le jour de votre évaluation, ça sera un sujet type bac, eh bien, en vous entraînant, vous, de votre côté, sur des sujets type bac, eh bien, vous augmentez la probabilité de tomber sur les mêmes questions le jour J. Ok? Parce que les sujets type bac, pour un chapitre, c'est à peu près tout le temps les mêmes questions. Donc plus vous faites de sujets type bac sur le chapitre en question, et plus le jour J, si c'est un sujet type bac qu'on vous donne, plus vous augmentez les chances d'avoir revu toutes les questions en avance. Ok? Ça peut paraître bête comme ça, mais voilà, c'est ce qui fonctionne. Bien sûr, dans la méthode, il y a beaucoup plus de détails que là j'omets, parce que sinon ça mettrait 1 heure à expliquer, mais voilà, vous pouvez vous référer du coup à la méthode BSP qu'il y a sur la plateforme pour ceux qui sont du coup parmi mes élèves. Mais voilà, une fois que j'ai dit ça, désolé, la caméra des fois elle bug un petit peu. Hop, 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 je te coupe 2 petites secondes, mais tu vas voir, ça en vaut vraiment la peine. C'est juste pour te rappeler que si tu as des difficultés en terminale spécialité physique-chimie ou même que voilà, tu as déjà 14-15 mais que tu veux augmenter encore tes résultats, donc avoir 17-18 de moyenne dans cette matière pour, je sais pas, Parcoursup par exemple, eh bien, tu peux remplir ce petit formulaire que tu vas retrouver en description. Ensuite, je vais t'appeler si je vois que tu réponds bien aux questions, etc. Tout simplement pour faire un petit peu le point sur ta situation, je te poserai des questions pour que tu puisses te rendre compte de vraiment qu'est-ce qui te bloque, est-ce que c'est la méthode, est-ce que c'est l'état d'esprit, etc., etc. Donc voilà, c'est totalement gratuit, donc n'hésite pas. Et aussi, si jamais voilà, tu vois que tu as vraiment besoin d'aide, que quelqu'un te suive, moi derrière, je te proposerai ce que je propose à tous les autres élèves. Voilà, merci et bonne vidéo. Enfin bref, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en mécanique, du coup, il y a 3 sous-chapitres, on va dire. Donc, il y a le champ de pesanteur uniforme, le champ électrique uniforme et le champ gravitationnel. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va traiter le champ de pesanteur uniforme. Donc, justement, les compétences exigibles dont je vous parlais tout à l'heure pour le champ de pesanteur uniforme, du coup, je vais vous les afficher juste là. Donc, eh bien, pour ce chapitre-là, on a établir et exploiter les équations horaires du mouvement, établir l'équation de la trajectoire et montrer que le mouvement dans un champ uniforme est plan. Ok. Ensuite, ce qu'on a, hop, donc c'est aspect énergétique, donc c'est tout ce qui est énergie mécanique, cinétique,
énergie potentielle de pesanteur. Donc, exploiter la conservation de l'énergie mécanique ou le théorème de l'énergie cinétique dans le cas du mouvement dans un champ uniforme. Donc, vous voyez que quand vous lisez pour la première fois les compétences exigibles et que vous êtes au tout début de vos révisions dans un chapitre, c'est totalement normal de ne rien comprendre à ce qui vous est demandé, parce que les compétences exigibles sont formulées d'une certaine manière qui est un peu, voilà quoi, un peu académique, donc vous n'allez pas comprendre, mais une fois que vous aurez bien fait voilà, plein de sujets type bac, que vous aurez déjà beaucoup progressé, bah, chaque mot que vous voyez ici, vous le comprendrez, du coup vous comprendrez concrètement ce qu'on attend de vous. Et du coup, voilà, capacité mathématique, déterminer la primitive d'une fonction. Donc concrètement, nous, dans cette vidéo, on va voir toutes ces compétences exigibles là. D'accord? Là, je vous ai mis pour, je sais pas, par exemple, exploiter la conservation de l'énergie mécanique et voilà le théorème de l'énergie cinétique. C'est la question 1.1, question 1.2.1, 1.2.2, etc., etc. Voilà, bah du coup, sans plus tarder, on va commencer par la question 1. Donc, ici, le sujet que j'ai choisi de faire, justement, c'est le jeu du cornol. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais ce sujet, je vous conseille vraiment de le faire si vous voulez réviser ce chapitre. Il est extrêmement complet. D'accord? Je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. Donc, en fait, il y a deux parties. Une première partie sur l'étude énergétique, donc tout ce qui est énergie mécanique, cinétique, potentiel de pesanteur. Donc, il y a 4 questions. Et ensuite, il y a la deuxième partie sur l'étude du mouvement. Okay, donc, voilà, avec les équations horaires, etc. Donc, c'est tout le temps comme ça. Hein. Enfin, préparez-vous à ce que le jour de votre évaluation, si vous êtes évalué que sur le champ de pesanteur, préparez-vous à ce qu'il y ait du coup une partie sur l'énergie et une partie sur le mouvement. Voilà. Donc, avant de vous lire l'énoncé, on va rapidement, ce que je vous conseille de faire aussi le jour J, on va rapidement lire la première question pour savoir quelles informations il faut qu'on retire de l'énoncé. Donc, on nous dit identifier les grandeurs calculées dans l'extrait du programme écrit en langue Python aux lignes 15, 16, 17 et 18. Ensuite, je peux vous lire aussi la question 2.1. Donc, en justifiant votre choix, attribuez à chaque série l'énergie qui lui correspond. Donc, on verra juste après. Donc, rapidement, on nous dit le cornol, contraction des mots anglais corn et hole veulent dire maïs et trou. Okay, est un jeu de plein air pratiqué entre autres aux États-Unis et au Canada. C'est ce que vous pouvez voir juste ici. C'est des gens qui jettent des petits sacs dans des trous. Les règles de ce jeu sont assez simples. Chaque joueur, bon, je ne vais pas là vous lire toutes les règles, ok. Ce qu'il faut retenir, c'est que ils sont situés à 8 mètres. Les joueurs sont situés à 8 mètres du trou. Ça peut être intéressant. Voilà. On étudie dans cet exercice les aspects énergétiques du lancer du sac, puis le mouvement du centre de masse du sac dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Donc là, ils vous disent qu'en gros, l'exercice il est divisé en deux. Donc, très important en physique-chimie, vraiment pour réussir une évaluation aussi, ce qu'il faut, c'est savoir parler, lire français. Vous allez me dire, oui, mais merci, on sait parler et lire le français, mais vraiment, en fait, les mots que vous voyez, des fois, ok, vous savez les lire, mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Quand vous voyez un mot et que vous ne connaissez pas, que c'est un mot nouveau, demandez à l'IA, allez chercher sur Internet, ça vous prend 2 secondes. Okay, et les mots, en général, ils sont écrits d'une certaine manière, genre ils ont étudié l'étymologie, c'est comme ça qu'on appelle ça, l'étymologie des mots. Okay, pourquoi est-ce que ce mot-là s'écrit comme ça et pourquoi est-ce qu'il signifie ça? Bref, je vais essayer de vous donner des exemples si j'en vois dans cet exercice. Intensité de pesanteur, voilà, masse du sac. Un joueur se place à une distance D de la planche afin de réaliser un lancer de son sac de maïs.
La situation est représentée sur la figure 1 ci-dessous. Afin de simplifier l'étude, la planche est considérée quasiment horizontale, enfin comme étant quasi horizontale. Dans le repère d'espace OX, OZ, muni des vecteurs unitaires I et K, le sac de maïs est lancé depuis une hauteur initiale h, avec une vitesse initiale dont le vecteur V0 est incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc en fait, vous voyez toutes les informations qu'on est en train de lire. Normalement, vous n'avez rien compris et c'est normal. Surtout quand vous débutez. Mais en vrai, là, tout ça, pour l'instant, toutes ces informations, on n'en a pas besoin pour notre première partie. Okay. Ça sera plus pour la deuxième partie qu'on utilisera tout ce que je viens de lire. Bref, donc voilà, vous avez la situation ici. On nous dit étude énergétique. Donc le mouvement complet du sac est filmé puis étudié à l'aide d'un logiciel de pointage. Les données de la partie ascendante du mouvement sont traitées à l'aide d'un programme écrit en langage Python qui permet de représenter l'évolution au cours du temps des énergies cinétiques, potentiel de pesanteur et mécanique du sac. Okay. Donc voici ici un programme Python. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être expert en codage informatique pour répondre à des questions qui sont en rapport avec le Python. Il y a juste quelques petites règles à retenir par-ci par-là et normalement ça sera bon. Ok. Là on nous donne du coup ici l'évolution des énergies cinétiques, potentiel de pesanteur et mécanique du sac au cours du temps, obtenu à l'aide du programme écrit en Python. Voilà, ici vous avez le temps, là vous avez l'énergie, et là du coup vous avez les différentes... vous avez plusieurs énergies justement. Je crois que la question 1... Ah non, ça sera un peu plus tard. Mais... Question 1 du coup, identifier les grandeurs calculées dans l'extrait du programme écrit en langage Python. Donc, figure 2, aux lignes 15, 16, 17 et 18. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit ligne 15, on a quelque chose, en gros, on calcule quelque chose en faisant ça. Donc on a entre parenthèses Vx, étoile, étoile. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Étoile, étoile en Python, bien, c'est tout simplement exposant. Okay, donc là, en gros, Vx, étoile, étoile, c'est... Vx étoile étoile 2, ça veut dire Vx au carré, ok, plus Vz au carré et toute la parenthèse puissance 1 demi. Et puissance 1 demi, qu'est-ce que c'est? C'est l'inverse de au carré, c'est la racine carrée, ok. Donc voilà, ça c'est à savoir le puissance 1 demi. Si vous n'avez pas fait trop de maths et tout, c'est pas grave. Si vous ne le saviez pas, maintenant faut le savoir. Donc, question 1.1 du coup. Je vais réécrire tout ça si vous voulez. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner quelque chose est égal à Vx au carré plus Vz, c'est ça? Voilà, au carré. Et le tout, du coup, si vous voulez, puissance 1 demi. Et du coup, je viens de vous dire que puissance 1 demi, ça revenait à écrire le tout à la racine carrée. Hop. Voilà. Et du coup, ça, dans ce chapitre, parce que là, du coup, on nous demande de savoir justement à quoi nous sert cette formule, qu'est-ce qu'elle permet de calculer, quelle grandeur elle calcule. Eh bien, la racine carrée, donc là, on a Vx et Vz. Okay, donc, x et z, en fait, là, on a les coordonnées, donc Vx et Vz, ce sont les coordonnées du vecteur vitesse. Okay, et ce qu'il faut retenir, c'est que quand on fait, dans ce chapitre, quand on fait, la somme, donc quand on additionne
le carré des coordonnées, eh bien, ça va nous donner, qu'est-ce que ça nous donne? La valeur absolue, ok? Donc ici, en fait, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner tout simplement V, ok? La norme de V ou la valeur absolue, comme vous voulez. C'est-à-dire la longueur du vecteur vitesse, pour faire vraiment simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 0,5 fois mv et le v est au carré. Donc si je vous le remets ici, hop, quelque chose est égal à m fois v au carré. Et bien normalement, si vous avez un petit peu suivi en classe ou voilà, si vous êtes un peu entraîné, mv carré, alors attendez, j'ai oublié quelque chose, excusez-moi. 0,5 effectivement. Hop. 0,5 fois mv carré. Donc 0,5 c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut l'écrire? Mais on peut l'écrire, voilà, 1 sur 2. D'accord? Et du coup, 1 demi mv carré, c'est quoi? Eh bien, c'est, je vais vous le mettre là, c'est l'énergie cinétique. Okay. Voilà. Donc ça, c'est un peu du savoir, quoi. Un peu, c'est les choses à retenir que vous allez finir par retenir naturellement plus vous faites d'exercices. Il n'y a pas besoin de prendre une fiche et d'essayer d'apprendre par cœur ça n'a aucun sens. Ensuite, m fois g fois z. Bah, du coup, m fois g fois z. Hop. Donc là, on a z. Z, qu'est-ce que c'est ici, dans notre exercice? C'est l'axe vertical. Autrement dit, c'est l'altitude. D'accord? C'est pour savoir notre objet, est-ce qu'il est à telle ou telle hauteur, quoi. Ok? Et bien, du coup, qu'est-ce qui dépend de l'altitude? Eh bien, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Okay. Hop, énergie potentielle de pesanteur. Alors excusez-moi, j'ai eu un petit bug. Donc, ouais, énergie potentielle de pesanteur. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, déjà, il faut comprendre ce que c'est qu'une énergie. Ok. Donc, l'énergie, moi, comment est-ce que je l'explique en général? C'est avec l'exemple d'une balle de sniper. Okay, si je prends une balle de sniper et que je vous la jette dessus, oui, peut-être ça va vous faire un petit peu mal, mais pas tant que ça. Okay, parce que je vous la jette avec une petite vitesse. Je ne vais pas réussir à lui donner une assez grande vitesse pour qu'elle puisse vous traverser. Alors que si je vous tire cette même balle de sniper, mais cette fois-ci justement avec un sniper, eh bien ça va vous faire beaucoup plus de dégâts. Pourquoi? Parce que la balle aura emmagasiné de la vitesse, et cette vitesse-là, du coup, comme on le voit ici avec cette formule, vous voyez que l'énergie cinétique, c'est une énergie qui dépend de la vitesse. Ok? Donc elle va vous faire beaucoup plus de dégâts parce qu'elle va plus vite et que du coup, elle a en elle plus d'énergie. Ok? Donc ça, c'était pour l'énergie cinétique. Mais pour l'énergie potentielle de pesanteur, vous voyez que on dit énergie potentielle. Donc le mot potentiel, il est important. Sinon, on aurait juste dit énergie de pesanteur. Okay. Donc pourquoi potentiel? Potentiel, c'est quelque chose qui peut arriver, entre guillemets. C'est potentiel. Okay. C'est pas forcément le cas. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer mieux que ça. Et pesanteur, donc c'est une énergie qui peut avoir lieu, entre guillemets, grâce à l'altitude. Okay. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, imaginez que voilà, là vous avez un immeuble, ok, et que voilà, là on est au rez-de-chaussée, on est sur le sol. Hop. On va même faire l'exemple avec une voiture plutôt. Est-ce que je vais réussir à faire une voiture? Je sais pas. Ouais, bon. On va dire que c'est une voiture, ok? Vous allez être sympa. Hop. Bien, cette voiture-là, ok?
quand elle est sur le sol et qu'elle est, voilà, elle bouge pas, etc., ben, son altitude ici, on peut dire qu'elle est à 0 mètre de hauteur. Ok. Donc si vous remplacez Z, donc l'altitude, par 0, ça va vous donner quoi? Ça va vous donner que ben voilà, M fois G fois 0, ça va vous donner que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0. Ok. Logique, parce que ben, elle est tout en bas. Ok. Maintenant, si la voiture, voilà, je lui fais prendre l'ascenseur et que je la monte au tout dernier étage. Ok. Donc admettons que là, elle est à une hauteur de, je sais pas, on va dire de 40 mètres. Hop. Et bien ici, Z ne sera plus égal à 0, il sera égal à 40. Ok. Donc ici, on aura, je dis n'importe quoi, on aura 1800 joules. Ok. Donc en gros, rien, enfin, parce que vous aurez bah, changé l'altitude de la voiture, eh bien vous aurez changé son énergie potentielle. En gros, à l'intérieur d'elle, elle a une énergie potentielle qui s'est stockée, quoi. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Pourquoi son énergie elle est potentielle? Parce que pour que cette énergie devienne vraiment de l'énergie, concrètement, il faut que vous mettiez la voiture dans le vide et que vous la laissiez tomber. Parce que du coup, quand elle va être soumise à la pesanteur, cette pesanteur-là, quand la voiture elle est dans le vide, elle va lui procurer une vitesse, d'accord? Donc la voiture va accélérer, si vous voulez, va avoir une vitesse, et vu qu'elle a une vitesse ici, hop, vu que la vitesse augmente, bah, du coup elle aura une énergie cinétique. Donc voilà, l'énergie potentielle de pesanteur, c'est une énergie qui est dans votre objet et qui ne va pas qui ne va pas, je sais pas comment dire, qui ne va pas se manifester, quoi, à part si vous jetez l'objet justement dans le vide. Et que du coup, eh bien, la pesanteur, l'énergie potentielle de pesanteur, vous voyez, que la pesanteur va s'appliquer sur votre objet qui va prendre de la vitesse. Et du coup, vous avez compris, qui dit vitesse dit énergie. Vous voyez bien que si vous prenez cette voiture sur la tête, là, bah, ça va vous détruire. Pourquoi? Parce que bah, en venant vous percuter, bah, la voiture vous transmet son énergie, quoi. Vous transmet l'énergie dans votre crâne. Et du coup, bah, il est fracassé en deux. Bref, j'espère que vous aurez pu... j'ai fait une explication assez rapide, là. Vous puissiez comprendre. Mais ça, comme d'hab, du coup, c'est expliqué vraiment en détail dans les rediffusions de stage, pour ceux qui ont accès. Bref, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Voilà, bah, du coup, il ne nous reste plus que ça. Donc 0,5 fois mv au carré plus mgz. Ok, donc là, en fait, on a 1 demi mv carré plus mgz. On a du coup, en gros, énergie cinétique, donc 1 demi mv carré, plus énergie potentielle de pesanteur, mgz. Oups, le z, il a disparu. Je sais pas pourquoi mon ordi est en train de ramer à mort. J'espère que je vais pouvoir finir la vidéo là. Donc, ici, ce qu'on nous donne là, hop, égal. Donc, c'est, je viens de vous le dire, énergie cinétique plus énergie potentielle de pesanteur. Et du coup, ça correspond à quoi? Ça correspond à ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Okay. Donc, l'énergie mécanique, en fait, c'est l'énergie totale de l'objet. Ok. Voilà. Ensuite, du coup, question suivante. On nous dit, du coup, exploitation de la figure 3. Donc là, vous voyez que l'énoncé vous donne un indice sur comment répondre aux deux prochaines questions. C'est en exploitant la figure 3. Donc, en justifiant votre choix, attribuez à chaque série l'énergie qui lui correspond. Ok, donc là, vous voyez, série 1, série 2, série 3, c'est de ça dont on parle. C'est ces courbes-là. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit une première courbe. Alors, on va commencer par celle-ci. Non, on va commencer par celle-ci, c'est le plus simple. On a la première courbe ici. On voit que quand le temps passe, okay, la courbe augmente. Okay.
Donc, à quoi est-ce que ça pourrait correspondre? Donc, ici, on parle d'énergie. On a vu que les trois types d'énergie qui existent, c'est quoi? C'est énergie cinétique, énergie potentielle de pesanteur et énergie mécanique. Ok. Euh, et du coup, bah là, c'est quoi dans notre mouvement là de lancer de sac? Donc, admettons que là, le sac vient de quitter la main de la personne, ok? Donc, concrètement, quelle est l'énergie qui correspond à cette courbe qui va augmenter lors de la première phase? Ici, ils vous le disent, je crois. Euh, alors, les données de la partie ascendante du mouvement. Ok. En gros, là, le mouvement qu'on est en train d'étudier, voilà, c'est un mouvement de lancer d'un sac. Hop, je vais vous faire le schéma ici. Hop. Donc voilà, je vous ai mis le schéma juste ici. Et du coup, concrètement, là, eux, ils nous disent qu'on est en train d'étudier le mouvement ascendant, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, concrètement, la balle, sa trajectoire, ça sera ça, quoi. Ok, je vais essayer de m'appliquer un peu. Hop. Donc, vous voyez que dans ce mouvement, eh bien, il y a deux parties. Donc là, cette première partie-là, où on a l'objet, le sac qui va monter, ok, et on a cette deuxième partie-là, où le sac va descendre. Voilà. Donc nous, on est en train d'étudier la partie en bleu, du coup, qui est la partie ascendante. Je vous ai rouvert ça dans un nouveau truc pour que ça lag un peu moins. Voilà. Partie ascendante du mouvement. Je vais vous mettre ça là. Donc, ici la question, je vous la relis. Expliquez en quoi... ah non. En justifiant votre choix, attribuez du coup à chaque série l'énergie qui lui correspond. Donc, ici... Bah, du coup, cette première série là, qu'est-ce que ça va être à votre avis? Est-ce que c'est l'énergie cinétique, l'énergie potentielle de pesanteur ou l'énergie mécanique? Là, du coup, qu'est-ce qui va augmenter lors de la première phase? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Vous pouvez mettre pause hein, pour réfléchir. Eh bien, tout simplement, ici, vous voyez qu'en passant de ce point-là à ce point-là, bah, concrètement, l'objet, qu'est-ce qu'il a fait? Le sac là, de maïs, eh bien, il a gagné de l'altitude. Désolé, il y a des petits moucherons là qui passent à côté, ça m'énerve. Donc, eh bien, l'altitude, si elle a augmenté, du coup, hop, ici on retrouve notre altitude. Si l'altitude augmente, l'énergie potentielle de pesanteur va augmenter. Et du coup, ça, c'est ce qui est cohérent avec notre série 1, qui augmente du coup lors de la première phase, donc la phase ascendante du mouvement. Voilà, série 1 du coup égale énergie potentielle de pesanteur. Maintenant, là, la série 2. La série 2, c'est celle qui diminue lors de la phase ascendante. Donc, qu'est-ce qui va diminuer lors de la phase ascendante? Eh bien, en fait, imaginez votre stylo. Okay. Imaginez votre stylo, vous le lancez. Donc, quand vous le lancez, dès qu'il quitte votre main, au moment pile poil où il quitte votre main, bah, sa vitesse sera maximale au moment où il quitte votre main. Okay. Et avant de tomber, le stylo, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il y a un petit moment, si on met au ralenti, où le stylo, en fait, sa position ne bouge plus. Okay. Ce que j'essaye de vous expliquer là, c'est juste que quand un objet est jeté en hauteur, eh bien, bah, on est sur Terre, donc il y a le poids qui s'applique dessus. Okay. Donc au début,
l'objet va monter parce que bah, vous avez mis une impulsion avec votre main, vous lui avez donné une vitesse verticale, donc il monte. Mais bah, le poids, c'est comme si voilà, quelqu'un est en train de tirer le stylo en même temps vers le bas. Ok. Quand il monte, bah, il y a quelqu'un aussi qui le tire un peu vers le bas. Bah, au début, il va monter, parce que vous lui avez donné une vitesse assez grande. Mais bah, du coup, le poids, au bout d'un moment, il va forcer l'objet à redescendre. Ok. Donc, bah, c'est exactement ce qui se passe ici. Le sac là va être jeté. Donc, au début, bah, vu que la personne vient de lui donner de la vitesse, il va monter, il va prendre de la hauteur. Mais arrivé à ce point-là, bah, du coup, il y a le poids qui l'a battu, on va dire, le poids bah, qui s'exerce dessus, qui va le tirer vers le bas. Et donc, en gros, bah, lors de cette première phase, la vitesse de l'objet va diminuer. Okay. La vitesse initialement, là, elle est maximale. Okay. Vitesse max. Et là, ça sera vitesse minimum. Okay. Parce que quand l'objet vient de quitter la main de la personne, bah, c'est là où il a sa vitesse maximale. Et plus le temps passe et plus le poids tire l'objet vers le bas, donc plus sa vitesse verticale diminue. S'il n'y avait pas le poids qui s'appliquait, et que du coup la vitesse ne diminuait jamais, sa vitesse verticale, bah, l'objet il partirait en hauteur à l'infini. Okay, il quitterait la Terre. Mais là, c'est pas le cas parce que c'est le poids justement qui vient diminuer cette vitesse jusqu'à qu'elle soit nulle. Bref, donc lors de la première phase, voilà, l'énergie cinétique, donc l'énergie qui est liée à la vitesse, va diminuer. Donc la série numéro 2, c'est l'énergie cinétique. Voilà, et enfin, bah, du coup, la dernière série, par élimination, c'est l'énergie mécanique. Okay. Donc l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Et du coup, on a un peu un truc là. Bon, là, on est dans un exercice où c'est pas constant, mais vous allez voir que dans les exercices où on néglige les frottements avec l'air, vous aurez quelque chose de constant, genre vous aurez une droite. Hop. Et bien pourquoi est-ce que c'est le cas? Bah, tout simplement parce que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur, quand vous les additionnez, en fait ça va se compenser sur le temps. Okay. On a dit quoi? On a dit que dans cette phase, au début la vitesse elle est maximale, puis arrivant ici la vitesse elle est minimale. Donc en gros l'énergie cinétique, ce qui est lié à la vitesse. Hop, ici elle est maximale. Pourquoi ça marche pas? Énergie max. Et quand elle arrive ici, l'énergie cinétique est minimale. Okay. Par contre, pour notre énergie potentielle de pesanteur, c'est l'inverse. Ici, l'objet il est à sa position la plus basse. Donc c'est énergie potentielle, enfin à sa hauteur, pardon, la plus basse. Son altitude la plus basse. C'est énergie potentielle minimale, alors qu'ici il est à sa position la plus haute, donc énergie potentielle de pesanteur maximale. Ok. Donc en fait il y a un transfert d'énergie, genre l'énergie cinétique va se transformer en énergie potentielle de pesanteur. Okay. C'est parce que il y a au début une vitesse dans ce sac que ce sac arrive à prendre de la hauteur. Et du coup, qui dit hauteur qui augmente, dit énergie potentielle de pesanteur qui augmente. Okay. Voilà. Je ne sais pas si vous avez tout compris, mais c'est pas très compliqué. Hein. C'est juste faut que vous fassiez aussi en même temps pour que ça vous paraisse logique. Donc, ouais, c'était juste pour dire que du coup l'énergie mécanique reste stable, quoi, à peu près. Donc, question suivante.
expliquer en quoi les résultats expérimentaux permettent de considérer que l'action de l'air sur le sac n'est pas négligeable devant le poids du sac. Donc, ici concrètement, ce qu'on nous demande, c'est de prendre du coup en compte l'action de l'air, parce qu'en général, on dit que les frottements de l'air sont négligés, mais là, du coup, on voudrait savoir pourquoi, justement, là, en regardant notre figure 3, on ne peut pas dire que on a négligé les frottements de l'air dans cette modélisation. Eh bien, tout simplement, je vais vous le mettre ici. Hop, c'est la question 1.2.2. Donc, normalement, vous avez dû voir ça un petit peu. Donc, l'énergie mécanique. Hop. L'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. Dans quel cas? Dans le cas où on a une force conservative qui s'applique. Enfin, dans le cas où on a uniquement une force conservative qui s'applique. Donc, en gros, si je devais être rigoureux, hop, je vous le mets ici. Lors d'une chute libre, nous avons seulement le poids qui s'applique. Donc voilà, une chute libre, c'est juste dans les exercices où vous êtes dans le cas où il n'y a que le poids qui s'applique, ok, rien d'autre. Donc, lors d'une chute libre, nous avons seulement le poids qui s'applique. Or, le poids est une force conservative. Donc, et en fait, le fait de dire que le poids est une force conservative, ça nous permet d'écrire que l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale. Okay. Conservative, conservation en fait. Il y a la conservation du coup de l'énergie. Donc si l'énergie est conservée, ça veut dire que l'énergie initiale est égale à l'énergie finale. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de force conservative. Je ne vais pas rentrer en détail ici pourquoi le poids est une force conservative. Du coup, ça, je l'explique plus en détail dans les autres vidéos, dans la rediffusion, etc. Mais voilà. Ça, c'est dans le cas où on est dans la chute libre. Donc, la chute libre, c'est quand il n'y a que le poids qui s'applique. Okay? Seulement le poids qui s'applique. Mais ici, pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas que le poids qui s'applique? Parce que justement, est-ce que là, dans notre exercice, on a que l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale? Eh bien, pour le savoir, on se réfère du coup à notre figure 3. On a dit que ça, c'était l'énergie mécanique, ok? À la question précédente. Hop. Est-ce que ici, l'énergie mécanique initiale, c'est-à-dire à t égale 0, donc ici, là, énergie mécanique initiale, est-ce qu'elle est égale à notre énergie mécanique finale? C'est-à-dire, voilà, ici. Hop, énergie mécanique, voilà, finale. Donc, est-ce que c'est les mêmes? Non. Ok. Ici, notre énergie mécanique, elle est à, je sais pas, là, on avance de combien? On avance de 2,5 par 2,5. Donc, la moitié, bon, on va dire ici, c'est 21,25. Ouais, on va dire qu'ici, là, l'énergie mécanique initiale, elle est à 21,35.
admettons. Alors que l'énergie mécanique finale, elle est à... hop, si je devais relier... Bon, là, je le fais à main levée, mais... Donc ici, ça nous donnerait... du coup... On va dire à peu près... On va dire que c'est 19, parce que c'est pas très important. Ce qui est important, c'est juste de comprendre que, du coup, l'énergie mécanique finale et l'énergie mécanique initiale ne sont pas égaux. Ok. Donc, ici, eh bien, on n'est pas dans le cas où on a juste le poids. On sait que le poids s'applique, ok, sur notre sac, parce qu'on est sur Terre, ok, donc il y a le champ de pesanteur, et voilà. On sait que le poids s'applique, mais du coup, bah, si ici, bah, cette règle-là de l'énergie mécanique est égale à l'énergie mécanique finale, enfin, l'énergie mécanique initiale est égale à l'énergie mécanique finale, mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que bah, il y a une autre force qui va, en plus du poids, qui va agir sur notre sac. Et bien justement, cette force-là, c'est la force de frottement. C'est comme ça qu'on déduit en fait cette réponse à cette question. Ok. Donc, question suivante. Estimer la valeur de la vitesse initiale V0 du centre de masse du sac. Donc, ici, en gros, il faut que vous preniez cette habitude. Hop, 2.2.3. Vous devez vous poser la question, quel est mon objectif concrètement là, dans cette question? Bah là, c'est très simple. L'objectif de la question, c'est de déterminer V0. Donc V0 est égal à quelque chose. Très important. Donc, bah, si je veux calculer V0, déjà, je dois le faire apparaître dans une relation. Je ne peux pas juste, comme ça, calculer V0. Donc, désolé si vous entendez du bruit derrière moi. Mais bref. Donc, comment est-ce que je fais pour faire apparaître V0? Est-ce que j'ai pas une relation qui fait apparaître V0? Là, on va se référer aux questions précédentes. Avant d'essayer de trouver des formules qu'on a apprises par cœur ou je ne sais quoi, on va juste voir ce qu'on a utilisé avant. Est-ce que là, j'ai pas une relation qui fait apparaître la vitesse déjà? Parce que V0, c'est juste la vitesse initiale. Okay. Donc là, par exemple, j'ai l'énergie cinétique. Hop. Donc l'énergie cinétique qui fait apparaître la vitesse. Et ce que je peux faire, c'est du coup dire que je suis pas en train d'étudier juste l'énergie cinétique, on va dire générale, je suis en train d'étudier l'énergie cinétique précise à l'instant initial. Donc énergie cinétique 0. Donc là, ce qui va changer de l'autre côté, c'est V0. Okay. Parce que la seule chose qui fait varier l'énergie cinétique, c'est la vitesse. La masse, elle, reste constante de l'objet que vous étudiez. Donc voilà. Donc ici, pourquoi pas? J'ai V0. Est-ce que si je l'isole, ça me permettrait de calculer justement V0? Ici, pour savoir si je peux l'isoler et le calculer, tout simplement, il faut se demander est-ce que V0 est la seule inconnue? Okay. Donc ici, est-ce que la masse déjà de l'objet, on la connaît? On va regarder ça. Il me semble que oui. Si on avait lu l'énoncé... voilà, masse du sac. Mince. 440 grammes. Donc la masse, on la connaît. Maintenant, l'énergie cinétique initiale, est-ce qu'on la connaît? Énergie cinétique initiale. Ah bah oui. On la connaît. Pourquoi est-ce qu'on la connaît? Hop. Est-ce que je peux changer de couleur par hasard, messieurs? Bon, je peux pas changer de couleur, désolé, c'est un peu le bordel. On va peut-être juste effacer tout ça, là. Hop, voilà. Donc, on a dit que l'énergie cinétique correspondait à cette série-là. Hop. Donc, l'énergie cinétique initiale, c'est ça, là. Donc, c'est à peu près... bon, vous pouvez prendre la règle et bien calculer, mais là, j'ai la flemme. Donc, on va dire que c'est 17,7. Allez, au pif.
17,7. Du coup, c'est des joules. Okay. Donc oui, en fait, je connais l'énergie cinétique initiale. Donc là, si j'isole V0, bah, ça sera tout bon. Hop. Donc comment est-ce que je fais pour isoler V0? Pour l'avoir en gros tout seul d'un côté. Déjà, ce qu'on peut faire, hop, c'est juste mettre ça de l'autre côté et ça de l'autre côté. Comme ça, j'aurai déjà V0 à gauche. Hop, voilà. Donc, ici, du coup, ce qui nous dérange, c'est quoi? Eh bien, c'est ça. C'est 1 demi M. Ok? Ah, c'est comme si vous aviez 1 demi fois M fois V0 carré. Donc, ce que vous pouvez faire, du coup, pour ne plus avoir 1 demi M à côté de V0, bah, c'est diviser le tout par M déjà. Si vous divisez par M, eh bien voilà, il aura disparu. Maintenant, il faudra faire disparaître 1 demi. Donc en fait, bah, ce que vous pouvez faire, c'est faire x2. Okay. Donc si vous faites en fait x2 et que vous divisez par M à gauche, hop, x2, donc les deux là vont s'annuler. Et si vous divisez par M, bon désolé, c'est pas très, très propre. Hop. Eh bien, les M vont s'annuler. Ok. Mais du coup, attention, là, on a une égalité. Si vous avez fait x2 et divisé par M à gauche, vous devez aussi faire x2 et diviser par M à droite. Donc, hop, ça va vous donner... comment est-ce que je vais l'écrire? Allez, hop, comme ça. Voilà, j'obtiens 2 fois l'énergie cinétique initiale divisée par M. Donc si je réécris au propre... Hop. Désolé, mon l'ordi il lag, je sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça me fait ça. Mais bref, du coup, voilà, j'obtiens ça. Mais attention, nous on veut pas V0 carré. Nous on veut V0. Donc bah, comment annuler un carré? Bah, tout simplement on fait racine carrée. D'accord? Hop. Donc si je fais racine carrée à gauche, je fais racine carrée à droite aussi. Le racine et le carré s'annulent. Il ne reste plus que V0. Hop. Voilà. Hop. Voilà du coup. Et vu que bah, je connais l'énergie cinétique et que je connais la masse, bah, je peux faire le calcul. Donc l'énergie cinétique, on a dit qu'on prenait 17,7 là sur le graphique, joules. Et la masse, on a dit c'est quoi? 440? C'est autre chose. Ouais, 440. Mais attention, est-ce que je laisse en grammes? Est-ce que je mets en kilos? Ça, c'est la question. Ben, en fait, il faut juste retenir que l'unité de base, quoi, que tout le monde utilise, tous les scientifiques se sont mis d'accord à utiliser, ce qu'on appelle l'unité internationale, ben, en physique, c'est les kilogrammes. Okay, contrairement à la chimie où c'est des grammes. Ce que vous pouvez retenir, c'est que bah, c'est logique d'utiliser des kilogrammes en physique, parce qu'on étudie des objets. En général, voilà, c'est des planètes, des étoiles, etc. Des satellites, c'est des choses qui pèsent extrêmement lourd, qui ont une masse très lourde. Donc c'est plus logique d'utiliser des kilos que des grammes. Ça nous fera moins de zéro sur les résultats. Alors qu'en chimie, bah voilà, c'est des toutes petites quantités dans des béchers, etc. Voilà, c'est souvent en grammes, l'unité appropriée. Donc d'où le fait qu'ils aient mis les kilogrammes comme unité internationale en physique. Donc ici, on ne va pas laisser 440 grammes, on va mettre en kilos. Donc pour passer de grammes à kilos, vous faites x 10 puissance moins 3. Hop, donc bien sûr, ça je l'explique dans d'autres vidéos, pourquoi exactement, comment faire les conversions. Mais là, ça va prendre trop de temps pour rien. Hop, donc, bah, je vais faire le calcul et je vous reprends. Donc j'ai trouvé sur ma calculatrice 8,969. Hop. 8, donc c'est des mètres par seconde. Donc ici pour les chiffres significatifs, combien je vais en laisser?
eh bien, là, vous voyez que le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est 3. Après, j'aurais pu écrire comme ça. Hop. 440 fois 10 puissance moins 3, j'aurais pu l'écrire en écriture scientifique. Donc 440 fois 10 puissance moins 3, on peut l'écrire de cette manière-là. Hop. C'est 4,4 fois 10 puissance moins combien? On est passé, regardez, on est passé de 440 à 4,4. Ok. Donc ici, on devait faire fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire décaler, admettons que la virgule, elle est là. On devait décaler la virgule de 3 vers la gauche, ok, pour avoir des kilos. Mais là, ici, la virgule, elle est déjà entre le 4, enfin, entre les deux 4. Donc on l'a déjà décalé de 1, de 2. Ok. Donc ici, on n'a plus qu'à la décaler une fois pour avoir la même chose qu'en haut. Donc là, ça va être fois 10 puissance moins 1. Ok. Donc ici, combien est-ce qu'on a de chiffres significatifs maintenant? Le plus petit ici, c'est 2 chiffres significatifs. Lui, bien sûr, on ne regarde pas parce que c'est pas une mesure, ça. D'accord? Il faut regarder le plus petit nombre de chiffres significatifs parmi les grandeurs qu'on a mesurées. Okay? 2, c'est juste pour dire on fait x2. Okay? Bref. Donc, ici, on va laisser que 2. Donc, ça va nous donner... on peut arrondir du coup à 9,0. Hop. 9,0. Parce qu'on avait du coup 969. Donc, on arrondit au-dessus. Mètres par seconde. Hop, voilà du coup pour V0. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Alors, on nous demande du coup d'estimer la valeur de l'altitude, initiale H du centre de masse du sac. Commenter. Donc là, comme d'hab, du coup, il n'y a pas besoin de trop réfléchir ou de faire des choses, des calculs impossibles pour trouver la réponse. Non, vous commencez par mettre l'objectif de manière simple. Ici, notre objectif, c'est de déterminer H. Donc, H est égal à quelque chose. Donc, comment calculer H? Faut le faire apparaître dans une relation. D'accord? Comme ce qu'on a fait pour la question précédente. Okay? Donc, est-ce qu'on n'a pas... Donc, H, déjà, à quoi ça correspond? Ils nous le disent, c'est l'altitude initiale. Okay? Hop, altitude initiale. Ou autrement dit, c'est quoi? C'est Z0, d'accord? Z à T égale 0. Donc là, on a tout dit en fait. Si on cherche H, en fait, on cherche un Z. Okay? On cherche une altitude. Donc, est-ce qu'on n'a pas une relation qui fait apparaître Z? Eh bien, si. Hop, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Donc, vous la prenez. Hop, vous la mettez juste là, comme ça. Et ensuite, du coup, vu que vous cherchez H, vous allez modifier Z. Vous allez dire que, voilà, nous, notre altitude, vu qu'on veut... Hop, du coup, il faudra changer l'énergie potentielle aussi. Nous, on veut pas Z. Z, c'est genre l'altitude à n'importe quel temps. Ok? Or, nous, on veut H, qui est l'altitude à T égale 0. Okay? Donc, c'est Z0. Et si vous voulez, vous pouvez refaire une troisième... c'est pas si vous voulez, c'est obligatoire. Là, vous faites du coup la troisième ligne, là. Ils vont remplacer Z par H, parce que c'est comme ça qu'on l'a nommé. Z0, ici, dans notre exercice. Il nous indique que c'est grand H. Voilà, du coup, maintenant que vous avez fait apparaître ce que vous cherchiez initialement, il va falloir se poser la même question que tout à l'heure. Est-ce que ici, H est la seule inconnue? Si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas calculer H. Donc déjà, est-ce que G, on connaît?
Bien sûr, j'en connais. Est-ce que la masse, on connaît? On connaît. Est-ce que l'énergie potentielle de pesanteur initiale, on connaît? Eh bien, ici, regardez, on avait dit que l'énergie potentielle de pesanteur, c'était représenté dans cette figure 3 par la série ici, numéro 3. Donc oui, on a en fait l'énergie potentielle de pesanteur initiale. C'est celle qui correspond à ce point-là, ici. Donc on est pile poil entre 2,5 et 5, donc 3,5 joules. Okay. Donc on connaît. On n'a plus qu'à isoler H. Donc, si vous voulez, on refait comme tout à l'heure. Hop. Et du coup, donc c'est mg fois h. Donc on n'a plus qu'à diviser par mg des deux côtés. Et il nous restera donc, que h est égal à énergie de potentiel de pesanteur initiale divisé par m fois g. Et du coup, l'énergie potentielle de pesanteur initiale, on a dit, c'est 3,5 joules divisé par la masse qui est 4,4 fois 10 puissance moins 1 kg fois, donc on a dit, c'était combien dans cet exercice, puisque des fois ils disent 9,80, des fois 9,81, ah bah voilà, c'est 81, voilà. Et du coup je refais le calcul, je vous prends juste après. Donc on trouve 0,81, après j'ai 0,08. Du coup la hauteur ici, bah, du coup ça sera des mètres. Okay. Pourquoi? Parce que ici on a utilisé que des unités internationales. Okay. Donc des joules, puis des mètres par seconde, puis des kilos. Okay. Donc forcément après on aura l'unité internationale qui sera du coup des mètres. Donc ici, on va utiliser deux chiffres significatifs car voilà. Là on a deux chiffres significatifs et là aussi. Alors que là on en a trois, donc il faut toujours prendre la grandeur la valeur qui a le plus petit nombre de chiffres significatifs. Donc ici c'est 2. Donc hop, on va enlever ça. Et on va réécrire ceci en écriture scientifique. Donc en écriture scientifique, ça donne 8,1 fois 10 puissance moins 1. Okay. Vous voyez bien que pour passer de 8,1 à 0, alors attendez, pardon, je me suis trompé. Je vais vous refaire l'explication. Donc, hop, si c'est ça, pardon. Hop. Donc 8,1 fois 10 puissance moins 1. L'écriture scientifique, en fait, c'est tout le temps donner... il ne faut pas que vous ayez de 0 avant la virgule. D'accord? Donc toujours avoir, je sais pas, 1, quelque chose fois 10 puissance quelque chose, ou 9, quelque chose fois 10 puissance quelque chose. Mais par exemple, vous ne pouvez pas avoir 10, quelque chose fois 10 puissance quelque chose. Faut vraiment qu'il y ait un seul chiffre ici avant la virgule. Donc entre 1 et 9. Ok. Bref. Donc vous voyez bien que si on prend 8,1 et qu'on décale la virgule de 1 vers la gauche, ça nous donne ça. Donc ça et ça, en réalité, c'est la même valeur en fait. C'est juste écrit différemment. Voilà, donc la hauteur initiale, c'est moins de 1 mètre. Alors il nous demande, je crois, de commenter. Estimer la valeur de l'altitude initiale du centre de masse du sac commenté. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait dire?
Bah franchement, je saurais même pas vous dire ce qu'on pourrait commenter là. Il n'y a rien à commenter, j'ai l'impression. Euh, Bon, je vous mens pas, j'ai regardé du coup la correction parce que bah, il n'y a rien, il n'y a pas grand chose à commenter, mais en fait c'était plus simple que ce que je suis allé imaginer. Comme d'habitude, en fait, ça, du coup, c'est bien que j'ai fait un petit peu l'erreur. Si on vous pose une question et que vous avez l'impression que la réponse est trop difficile ou tirée par les cheveux, dites-vous que c'est juste parce que c'est beaucoup plus simple que ce que vous l'imaginez. Ok, il faut prendre le réflexe. Bon, moi, je l'ai un petit peu perdu. Mais voilà, en fait, ici, ce qu'il fallait dire, bah, c'est que 0,8 mètres, ça correspondait en fait un peu à ce qu'on voit sur l'image. Ok, on imagine que le personnage bah, voilà, fait 1 mètre quelque chose. Là, on voit que la hauteur bah, correspond à peu près la moitié de la hauteur ou la taille, si vous voulez, du personnage. Donc, bah, 0,8 mètres, c'est cohérent en fait. C'est la valeur qu'on a trouvée, on sait qu'elle n'est pas fausse car bah, grâce à l'image, on sait que que h sera un peu plus petit que 1 mètre. Ok. Parce que c'est très rare les gens qui font 2 mètres, donc la moitié de 2 mètres, ça aurait été, enfin, ça aurait été 1 mètre et plus, quoi. Voilà. Voilà du coup pour cette première partie.